Mon père nous a laissés piéger dans la maison, sans nourriture ni électricité, pour partir à la recherche d'une mère pour nous, et qui, 15 ans plus tard, a une nouvelle famille et veut se reconnecter. Quand je n'avais que 15 ans, mon père nous a abandonnés, mes frères et moi, à notre sort, ce qui, en réalité, n'était pas très différent de quand il était physiquement présent. Ce n'était pas comme s'il avait été un bon père. Il n'a jamais été du genre à se soucier de nous, à nous soutenir ou à essayer d'être présent dans nos vies. À la place, il passait la plupart de son temps à boire, à gâcher sa vie dans les bars jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Et quand il ne buvait pas, il pariait, accumulant des dettes qu'il ne pourrait jamais rembourser. Ces mauvaises habitudes ont vidé notre famille, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. C'était ma mère qui maintenait tout à flot. Elle était la seule à travailler et à ramener de l'argent à la maison. Elle avait eu des rêves autrefois, des rêves d'aller à l'université et de se construire un avenir meilleur. Mais la vie en avait décidé autrement. Elle a dû abandonner ses études et prendre le premier emploi qu'elle a pu trouver, qui s'est avéré être dans un petit restaurant. Ce n'était pas un travail prestigieux, et cela ne payait clairement pas beaucoup, mais c'était suffisant. Suffisant pour mettre de la nourriture sur la table. Elle travaillait de longues heures, souvent en prenant des heures supplémentaires juste pour s'assurer que nous ayons de quoi manger. Alors que d'autres enfants avaient des parents qui les accompagnaient à l'école ou jouaient avec eux au ballon dans le jardin, notre père était introuvable. Et quand il était là, c'était comme s'il n'était pas vraiment présent. C'était simplement un homme qui trébuchait dans la maison tard dans la nuit, sentant l'alcool, sans rien à nous offrir d'autre que plus de déception. J'ai grandi dans un foyer qui n'a jamais été facile, ni pour moi, ni pour mes petits frères, les jumeaux. Notre maison n'était pas un lieu rempli de chaleur ou de sécurité, c'était un lieu de lutte, de stress et de responsabilité qui pesait sur moi bien plus que ce qu'un adolescent ne devrait jamais supporter. Comme mes parents étaient absents ou trop occupés, c'est moi qui assumais le rôle d'élever mes frères. Ce n'était pas une responsabilité occasionnelle, c'était toute ma vie. Chaque matin, c'était moi qui les réveillais, je m'assurais qu'ils s'habillent et leur préparais le petit déjeuner, je les emmenais à l'école, veillant à ce qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin pour la journée. Après l'école, alors que les autres enfants étaient avec des amis, faisaient du sport ou simplement se détendaient, je devais courir à la maison. Mon temps ne m'appartenait jamais, car ma mère attendait de moi que je m'occupe de mes frères. Je les aidais avec leurs devoirs, leur préparais le dîner et les mettais au lit le soir. Je n'ai pas pu vivre les choses que la plupart des enfants de mon âge ont vécues. Je ne pouvais pas sortir après l'école, je ne pouvais pas aller à des fêtes d'anniversaire, je ne pouvais même pas m'asseoir pour parler longtemps avec mes amis. Ma mère ne m'a jamais demandé si je voulais assumer ce rôle, elle attendait simplement de moi. Pendant qu'elle travaillait de longues heures, j'étais à la maison, prenant un rôle qui ne m'appartenait pas. Je n'étais pas seulement la grande sœur, j'étais leur gardienne, leur seconde mère, et sous bien des aspects, j'ai dû grandir beaucoup trop vite. À cause de tout ce qui s'est passé, je porte en moi beaucoup de ressentiment envers mes parents. Mais la façon dont je ressens les choses pour chacun d'eux est très différente. Je ne déteste pas ma mère comme je déteste mon père. Aussi lourd que fut le poids des responsabilités qu'elle m'a imposées, je sais qu'elle faisait de son mieux. Elle était coincée dans une situation terrible, essayant de nous nourrir, de nous vêtir et de nous garder en sécurité tout en travaillant jusqu'à l'épuisement. Mon père, en revanche, n'a même pas essayé. Non seulement il était absent, mais il était destructeur. Lui et ma mère se disputaient tout le temps, et ce n'était pas seulement des cris. Souvent, cela devenait physique. J'ai tellement de souvenirs d'elle pleurant, de lui la frappant, de la peur qui m'envahissait chaque fois que j'entendais sa voix traînante à cause de l'alcool. Il n'a pas seulement été abusif avec elle, il a fait de notre vie un enfer aussi. Enfants, mes frères et moi vivions dans une peur constante de savoir dans quel état d'esprit il serait en rentrant. Moi, en tant qu'aîné, je sentais que c'était ma responsabilité de protéger mes frères. Je me mettais entre eux et lui, essayant de les protéger de sa colère. Mais parfois, cela signifiait que je devenais sa cible. Quand il était particulièrement ivre, il n'hésitait pas à lever la main sur moi aussi. Il y a eu des nuits où je devais me cacher sous le lit, retenant mon souffle et priant pour qu'il s'évanouisse et que je n'ai pas à sentir ses poings ou à entendre ses menaces. C'était terrifiant. Aucun enfant ne devrait vivre ainsi. Mais pour nous, c'était juste une autre nuit dans notre maison. Puis, un soir, tout a changé pour toujours. Ma mère n'est jamais rentrée à la maison. Elle a été renversée par un conducteur sur le chemin du retour du travail. L'impact a été si violent qu'elle n'a même pas atteint l'hôpital. Elle est partie avant que quelqu'un puisse la sauver. Si ma vie était déjà mauvaise, entendre cette nouvelle l'a rendue encore pire.
Elle n'était peut-être pas la mère parfaite, mais c'était la seule vraie mère que nous avions. C'était elle qui tenait la famille unie, qui travaillait sans relâche pour s'assurer que nous ayons à manger et un toit au-dessus de nos têtes. Et soudain, elle est partie. Après les funérailles, les choses n'ont fait qu'empirer. Mon père, déjà une excuse misérable de père, est devenu complètement insupportable. Il était en colère tout le temps, se déchaînant contre nous pour les moindres choses. C'était comme s'il nous tenait pour responsables de tout, et nous étions ceux qui devaient souffrir de sa frustration. Il jetait des objets dans la maison, cassait tout ce qui lui tombait sous la main, et déversait sa rage sur mes frères et moi. Le peu d'argent que maman avait laissé aurait dû être utilisé pour s'occuper de nous, mais à la place, il l'a gaspillé entièrement pour lui-même, buvant, pariant, et courant après n'importe quelle nouvelle femme qu'il rencontrait cette semaine-là. Il restait à peine à la maison. Certaines nuits, il ne rentrait pas du tout. D'autres fois, il disparaissait pendant des jours, nous laissant complètement seuls, sans nourriture et sans argent. Il y a eu des moments où nous sommes restés des jours sans un vrai repas. La seule chose que nous avions à manger était des céréales, et même cela n'était pas toujours suffisant. Les choses sont devenues si mauvaises que j'ai dû commencer à sauter des repas, juste pour que mes frères puissent avoir quelque chose dans l'estomac. Je leur disais que je n'avais pas faim, même si je mourais de faim. Je n'avais pas le choix, je devais être forte pour eux. Il ne restait plus personne pour s'occuper de nous. Puis, seulement 6 mois après la mort de ma mère, mon père nous a complètement abandonnés. Je me suis réveillée un matin et j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse. Aucun bruit de mon père marchant dans la maison, ni le cliquetis des bouteilles, ni de cris. Au début, j'ai pensé qu'il était peut-être sorti tôt, mais en passant devant sa chambre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Son placard était vide, ses chaussures n'étaient plus là, tout ce qui lui appartenait, ses vêtements, son sac, même sa brosse à dents, avait disparu. J'ai pris mon téléphone pour l'appeler. Ça sonnait, encore et encore, mais il ne répondait jamais. J'ai réessayé, mais toujours rien. C'est alors que je l'ai vu, une feuille de papier pliée, posée sur la table de la cuisine, avec mon nom écrit dessus. Dans la note, il écrivait qu'il partait en voyage pour enfin rencontrer l'amour de sa vie, une femme qu'il avait connue sur Internet. Il ne disait pas où il allait, juste qu'il ne savait pas quand il reviendrait. Il écrivait qu'il ne reviendrait que lorsqu'il aurait trouvé une autre mère pour nous. Juste une excuse pathétique pour expliquer pourquoi il abandonnait ses propres enfants, pour aller se glisser entre les jambes d'une femme, et il voulait faire croire que cela allait être quelque chose de bon pour nous. À ce moment-là, j'ai compris que notre père ne reviendrait jamais. Nous étions complètement seuls. Il n'avait même pas eu la décence de nous parler avant. Sans avertissement, sans plan, rien. Juste une décision froide et égoïste de disparaître et de nous laisser tout résoudre par nous-mêmes. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas laissé un seul centime. Il n'y avait pas d'argent pour la nourriture, pas d'argent pour le loyer, rien. Il nous avait laissés complètement à l'abandon. Mes frères dormaient encore dans la chambre d'Alexandra côté, sans rien savoir de tout cela. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Pas seulement pour moi, mais pour mes frères. C'est étrange que je n'ai pas eu peur avant, avec tout ce que nous avions vécu, mais j'étais déjà habituée à ce que la vie soit dure. Mais maintenant, c'était pire. Maintenant, nous n'avions plus personne. Ni parents, ni argent, ni idée de ce que nous devions faire ensuite. Et pour la première fois, je n'avais pas de réponse. Pendant la première semaine après son départ, j'ai fait tout mon possible pour m'occuper de mes frères. Je me suis débrouillée pour trouver des moyens de nous nourrir, en empruntant de l'argent aux rares amis que j'avais. Je leur disais que ce serait juste pour un petit moment et que les choses s'arrangeraient bientôt. Au fond de moi, je m'accrochais encore à l'espoir que mon père reviendrait, qu'il avait peut-être pris une décision précipitée et qu'il se rendrait compte de son erreur. Mais à mesure que les jours passaient, cet espoir commençait à s'effacer. Dès la 2e semaine, son téléphone était complètement éteint. Peu importe combien de fois j'essayais de l'appeler, cela tombait toujours directement sur un message automatisé. Il n'était plus là. Il ne reviendrait pas. La réalité de notre situation commençait à s'imposer, et c'était terrifiant. Nous n'avions plus de nourriture, et la facture d'électricité n'avait pas été payée, alors les lumières se sont vite éteintes. Je ne savais pas quoi faire. Nous n'avions aucun proche vers qui nous tourner, et nos grands-parents étaient tous décédés depuis des années. Je ne connaissais aucun parent qui serait prêt à nous aider, même s'il y en avait, je doutais qu'ils veuillent accueillir 3 enfants abandonnés. Je sentais que nous étions complètement seuls au monde. À ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas d'autre choix.
Je devais appeler les services de protection de l'enfance. Ce fut l'appel le plus difficile de ma vie, mais je ne pouvais pas laisser mes frères mourir de faim. Lorsque les services de protection sont intervenus, ils ont essayé de localiser mon père, espérant qu'il assumerait ses responsabilités. Mais c'était comme s'il s'était complètement volatilisé. Pire encore, quand il a appris que les services de l'enfance le recherchaient, il a redoublé d'efforts pour disparaître. Son numéro de téléphone ne fonctionnait plus, et personne, pas une seule personne, n'avait moyen de le retrouver. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais après cela, mes frères et moi avons été placés en famille d'accueil, et les choses ne se sont pas du tout améliorées. Nous avons tout perdu en étant envoyés là-bas, en plus d'être dans une situation qui n'était pas beaucoup meilleure que celle que nous vivions déjà, voire pire. J'ai lutté de toutes mes forces pour que nous restions ensemble. Je voulais m'assurer que mes frères et moi soyons dans la même maison, mais ce n'était pas toujours possible. Parfois, nous étions séparés, et ces moments-là étaient les plus difficiles. J'avais passé toute ma vie à m'occuper d'eux, à les protéger, à m'assurer qu'ils ne se sentent jamais seuls, et maintenant, il y avait des moments où je ne pouvais même pas être là pour eux. Ça me brisait le cœur, mais je n'ai jamais cessé d'essayer. La seule chose qui me tenait debout, c'était l'idée qu'un jour, je serais assez grande pour reprendre le contrôle. Et quand j'ai enfin eu 18 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais officiellement adulte, ce qui signifiait que je pouvais enfin faire quelque chose de concret pour mes frères. Je n'ai pas perdu de temps. Je me suis précipitée pour chercher du travail, n'importe quel travail qui m'aiderait à subvenir à leurs besoins. Et dès que j'ai eu un peu de stabilité, j'ai entamé le processus légal pour les adopter comme tutrices. Ce n'était pas facile. Le processus a été long, frustrant et semé d'embûches. Il y avait tellement de démarches juridiques, tant d'entretiens, tant de paperasse. Mais cela m'importait peu. J'avais passé toute ma vie à me battre pour mes frères, je n'allais pas abandonner maintenant. Et puis, après ce qui m'a semblé une éternité d'attente, j'ai enfin reçu la nouvelle. On m'a accordé la tutelle légale. Ils étaient désormais officiellement sous ma responsabilité. Plus personne ne pourrait jamais nous séparer. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes frères, ils étaient si heureux qu'ils en pleuraient. Ce fut la première fois depuis longtemps que nous avons pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement, d'amour. Nous étions une famille, et nous le serions toujours. Depuis ce jour, j'ai travaillé chaque jour de ma vie pour m'assurer que mes frères et moi ne connaîtrions plus jamais la pauvreté. Je ne voulais pas que nous survivions seulement, je voulais que nous construisions des vies réelles et stables, celles que nous n'avions jamais eues en grandissant. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour soutenir mes frères. Ce n'était pas facile et je n'ai pas toujours pu tout leur offrir, mais je les ai aidés autant que possible, que ce soit en payant une partie de leurs frais de scolarité, en les aidant pour le loyer ou simplement en étant là pour eux, émotionnellement. Je ne peux pas dire que j'ai pris le rôle de mère pour eux. Et je ne regrette rien. Je voulais qu'ils aient des opportunités que je n'ai jamais eues. Je voulais qu'ils puissent construire leur carrière, poursuivre leurs rêves, vivre une vie que je n'ai pas pu avoir. Et aujourd'hui, après toutes ces années de lutte, tous ces efforts ont porté leurs fruits. Mes deux frères ont d'excellents emplois et se sont construits une très belle vie. Nous vivons tous les trois dans la même ville, restant aussi proches que toujours. L'un de mes frères est en couple avec une bonne personne, tandis que l'autre vit seul dans son propre appartement. Peu importe à quel point nos vies ont changé, nous trouvons toujours du temps pour être ensemble. Nous sortons, nous nous appelons, et nous n'oublions jamais ce que nous avons traversé. Mes frères me disent toujours qu'ils me doivent tout, qu'ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont sans moi. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais vu cela comme un sacrifice. J'ai simplement fait ce qu'une grande sœur devrait faire. Je les aime, et je refusais de les laisser souffrir seuls. Nous avons grandi dans les pires circonstances, mais nous avons réussi. Et maintenant, nous vivons les vies que nous avons toujours méritées. Cela fait 15 ans que notre père nous a abandonnés, et durant tout ce temps, nous avons parcouru un long chemin. Malgré tout, nous conservons les souvenirs de notre mère. Nous parlons souvent d'elle, partageant des histoires sur les petits moments dont nous nous souvenons, son rire, la manière dont elle travaillait si dur pour nous, les sacrifices qu'elle a faits. Garder sa mémoire vivante est essentiel pour nous, parce que quoi qu'il arrive, elle a essayé. Elle nous a aimés. Notre père, en revanche, c'est une autre histoire. Nous le détestons, tout simplement. Nous ne parlons de lui que si c'est nécessaire. Aucun de nous n'a jamais envisagé d'essayer de le contacter. Pour nous, il s'est effacé de nos vies, et nous sommes heureux de le garder ainsi. Mais si j'écris tout cela, c'est parce que ce n'est plus tout à fait le cas. Nous n'avons pas réussi à le tenir complètement éloigné de nos vies. Récemment,
j'ai été totalement surprise en recevant un message sur Facebook, d'un compte inconnu. Le message était court et simple, tu m'as manqué. Comment vont tes frères et toi? J'ai immédiatement répondu en demandant qui c'était. Quelques instants plus tard, j'ai reçu une réponse, c'est ton père. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Peut-être une mauvaise blague de quelqu'un qui connaissait mon passé. Le compte n'avait pas de photo de profil, aucune publication, rien qui puisse prouver que c'était vraiment lui. En plus, je n'avais aucune idée qu'il ait un compte Facebook. J'étais sur le point de bloquer le compte quand un autre message est apparu. Cette fois, c'était une photo. Et elle confirmait que c'était bien mon père. C'était une vieille photo de famille, l'une des rares où nous étions tous ensemble. Il y avait moi, mes frères, ma mère et lui. Je n'avais pas vu cette photo depuis des années, et j'ai su, sans aucun doute, que personne d'autre ne pouvait la voir, sauf lui. Il a continué à insister, envoyant encore d'autres messages. Il m'a dit qu'il pensait à nous tous les jours, que nous lui manquions, qu'il regrettait tout. Puis, il a lâché une énorme bombe, il voulait nous retrouver et en savoir plus sur nous. Maintenant, il voulait nous connaître. Après 15 ans de silence. Après nous avoir fait souffrir, nous avoir laissé affamer, lutter juste pour survivre, il avait l'audace de réapparaître comme si de rien n'était, et d'agir comme si nous comptions pour lui. Comme s'il avait le droit de demander cela. J'ai décidé de ne pas répondre. Je ne lui devais même pas un mot. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il continue de m'envoyer des messages, encore et encore, comme s'il pensait qu'un jour je finirais par lui pardonner. Oui, mais non. Ça, je peux l'affirmer avec certitude. Pas maintenant, ni jamais. Il a réveillé toute cette rancœur que j'avais enfouie. Une rancœur qui n'est pas seulement pour moi, ou du moins pas principalement. Une rancœur pour ce qu'il a fait subir à mes frères. C'est moi qui m'occupais d'eux. Et c'est moi qui ai vu leur souffrance. Je ne leur ai pas encore parlé de tout ça, mais il est probable que nous nous voyons bientôt, et je leur dirai. Mise à jour 1. Quelques jours ont passé et j'ai continué à ignorer les messages de mon père. Chaque fois que je voyais cette notification, mon sang commençait à bouillir. Je me disais que je ne répondrais pas, que je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Mais aujourd'hui, un autre message est arrivé, et celui-ci m'a cloué sur place. Il m'a avoué qu'il avait maintenant une nouvelle famille et que c'était pour cela qu'il avait cherché à me contacter. Avant même que je puisse assimiler cette information, un autre message est arrivé. Je me suis mariée il y a quelques années et j'ai maintenant des enfants. Je pense vraiment que ce serait bien pour nous tous de nous rencontrer. Ma femme aimerait beaucoup te connaître, toi et tes frères. Nous pouvons repartir à zéro, comme une famille. Je peux enfin prendre soin de toi et de tes frères. Voilà, c'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai explosé. J'ai répondu avec toute la rage qui débordait dans chacun de mes mots. Tu te moques de moi? Tu as eu le culot de disparaître de nos vies et de nous laisser mourir de faim? Tu ne t'es jamais soucié de nous. Et maintenant, après 15 foutues années, tu veux nous présenter à ta nouvelle petite famille parfaite? Elle sait toute l'histoire? Ta femme et tes enfants savent ce que tu nous as fait? Mon père a affirmé qu'il était désespéré à l'époque et qu'il avait fait ce qu'il pensait être juste à ce moment-là, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais voulu nous abandonner. Ensuite, il m'a dit à quel point il était fier de moi pour avoir élevé mes frères, pour avoir veillé à ce que nous allions bien, et que, comme il l'avait toujours su, j'étais la plus forte des enfants. Comme si j'avais eu le choix. Comme si je n'avais pas été forcée de prendre ce rôle parce qu'il nous avait laissé tomber. Mais ce qui m'a le plus mise en colère, c'est ce qu'il a dit ensuite. Il m'a supplié de garder le passé secret pour sa nouvelle famille. Sa femme et ses enfants n'avaient pas besoin de tout savoir, a-t-il soutenu, parce que certaines choses valaient mieux rester cachées. Il a insisté sur le fait que retourner dans le passé ne ferait que nous blesser davantage et que ce n'était pas nécessaire. Alors là, c'en était trop. Il ne se souciait pas de ce que nous avions enduré. Il ne voulait simplement pas avoir l'air mauvais aux yeux de sa nouvelle famille. Il voulait que nous fassions semblant que rien ne s'était passé, que nous effacions la souffrance qu'il nous avait causée, pour qu'il n'ait pas à ressentir de honte. J'ai refusé de laisser cela se produire. Qu'il profite de sa vie parfaite. Je ne voulais pas en faire partie. Nous n'avions pas besoin de rencontrer ta femme. Nous n'avions pas besoin de rencontrer tes enfants. Nous n'avions pas besoin de toi du tout. Tu n'as pas été un père pour nous à l'époque, quand nous avions le plus besoin de toi. Alors ne viens pas maintenant en rampant, en agissant comme si nous comptions pour toi. Tu n'as pas le droit de recommencer à zéro juste parce que ça t'arrange.
Il a vu mon message presque immédiatement, et pendant un instant, j'ai cru que peut-être, juste peut-être, il admettrait enfin qu'il était un égoïste. Peut-être admettrait-il qu'il nous avait abandonnés. Mais à la place, il a répondu avec la même fausse sollicitude, « Je comprends que tu sois en colère, mais s'il te plaît, réfléchis Y. Ma femme veut vraiment vous rencontrer, tous. » Je l'ai bloqué sur Facebook. Cet homme n'était pas mon père. Ce n'était qu'un étranger qui partageait mon ADN, et je ne comptais pas perdre une seconde de plus de ma vie pour lui. Mise à jour 2. Bloquer quelqu'un, malheureusement, n'empêche pas cette personne de continuer à essayer de te contacter. Comme il ne pouvait plus me joindre, il a fait la chose suivante qu'il pouvait faire, il a contacté mes frères. Je ne leur avais pas encore parlé des messages que mon père m'avait envoyés, mais lui, fidèle à l'égoïste qu'il a toujours été, n'a pas hésité à les déranger. Ce qui comptait pour lui, c'était uniquement ce qu'il voulait. Alors, sans prévenir, mes frères ont reçu des messages de sa part. Comme moi, ils ont été complètement surpris. Papa leur a envoyé les mêmes pitoyables excuses qu'il m'avait envoyées à moi, leur parlant de combien il lui manquait et de combien il voulait arranger les choses. Il leur a même dit qu'il m'avait d'abord contacté, mais que je l'avais ignoré et bloqué, faisant passer l'idée que j'étais celle qui le tenait délibérément éloigné d'eux. Bien sûr, parce que lui était le pauvre père incompris et moi, la fille rancunière qui refusait tout contact pour une minuscule différence de point de vue. Mes frères avaient déjà tant souffert à cause de lui. Le traumatisme qu'il nous avait laissé ne s'était pas effacé du jour au lendemain. Nous avons passé des années à essayer de guérir, à reconstruire nos vies, à avancer malgré la douleur qu'ils nous avaient causée. Et maintenant qu'ils étaient enfin heureux, enfin stables, ils voulaient réapparaître de nulle part et prétendre avoir le droit de faire partie de leur vie à nouveau. Quand mes frères m'ont parlé des messages de papa, ils ont admis qu'ils ne savaient pas quoi en penser. Contrairement à moi, ils n'avaient pas beaucoup de souvenirs de nos parents ensemble. Ils étaient si petits quand tout est arrivé, et la plupart de ce qu'ils se rappelaient de papa, c'était la douleur qu'il nous avait infligée. Ils n'avaient aucun souvenir heureux de lui, aucun moment de tendresse ou d'affection paternelle, rien qui leur donnait envie de se reconnecter. La seule chose qu'ils savaient vraiment, c'est qu'il nous avait abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui. Alors, ils ont été clairs sur une chose, ils ne voyaient pas l'intérêt d'essayer de construire une relation avec quelqu'un qui n'avait jamais été là pour eux. À leurs yeux, il n'était pas un père, juste un homme avec qui nous partagions des gènes. Il ne s'était jamais soucié de nous, il ne nous avait jamais protégés. Et maintenant que nous avions grandi et construit nos propres vies sans lui, il n'y avait aucune raison de l'accueillir soudainement. Il n'était pas intéressé par ses excuses, ni par ses justifications, et il ne voulait certainement pas rencontrer sa nouvelle famille. C'est pourquoi, contrairement à moi, ils n'ont pas hésité à le bloquer. Ils n'ont même pas ressenti le besoin de répondre. Après tout, cela n'en valait pas la peine. Il avait déjà montré quel genre de personne il était et il n'avait aucune intention de lui donner une seconde chance. Je me suis sentie soulagée. Non pas parce que j'aurais voulu prendre la décision à leur place, mais parce qu'ils étaient arrivés à la même conclusion que moi. Ils nous avaient laissés derrière il y a longtemps, et maintenant, c'était à notre tour de le laisser derrière, pour toujours. Mais tout cela aurait pu rester une simple anecdote. Ce ne serait pas la première fois qu'un père horrible recontactait ses enfants après des années d'abandon. Mais non, il fallait qu'il contacte mes frères uniquement parce que j'avais refusé de le voir, et qu'en plus, il parle mal de moi. Je pensais simplement le bloquer et continuer ma vie. Mais je ne crois plus que ce soit ce que je veux faire avec lui maintenant. Mise à jour 3. Quelques jours après que mes frères aient bloqué papa, j'ai reçu une nouvelle demande de message sur Facebook. Quand j'ai cliqué sur le profil, je me suis rendu compte que c'était de la nouvelle épouse de mon père. Comme papa était bloqué, je suppose qu'elle a pensé qu'elle pourrait me contacter directement. Elle s'est présentée et m'a dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de moi par lui. Elle a mentionné qu'elle adorerait me rencontrer en personne et en savoir plus sur moi. Immédiatement, je me suis sentie mal à l'aise. Quelque chose dans tout cela ne me semblait pas net. Pourquoi soudainement, papa et sa femme étaient-ils si désespérés de nous connaître, mes frères et moi? Quelle était la véritable raison derrière tout cela? Aujourd'hui, j'ai décidé d'être directe. Je lui ai demandé de mettre de côté les bêtises et de me dire ce qui se passait vraiment. Au début, elle a hésité, évitant la question avec des réponses vagues, mais après avoir insisté un peu, elle a finalement admis la vérité. Papa était malade. Il souffrait d'insuffisance rénale et avait urgemment besoin d'un nouveau rein. Et là, tout s'est éclairci. C'était la raison pour laquelle il nous contactait après toutes ces années. Il avait enfin détruit son foie avec l'alcool, et maintenant, il avait besoin d'un nouveau rein.
Comme si ce n'était pas déjà assez répugnant, sa femme a ensuite admis qu'elle ne voulait pas que ses propres enfants subissent la greffe, car ils étaient encore très jeunes. Elle espérait à la place que moi, en tant qu'aînée, je me lève et aide mon père. Elle a même eu l'audace de dire qu'elle ne voulait pas perdre son mari et qu'elle avait besoin de mon aide. Je lui ai dit que si elle était si désespérée de le sauver, elle n'avait qu'à le faire elle-même, car nous n'allions pas bouger le moindre doigt pour l'aider. Ensuite, je l'ai avertie, si elle ou mon père osaient de nouveau me contacter, moi ou mes frères, je prendrais des mesures légales contre eux. Peu importe le prix, ordonnance restrictive, plainte pour harcèlement, tout ce qu'il faudrait. Nous avions passé trop de temps à reconstruire nos vies pour qu'ils reviennent et nous entraînent dans leur chaos. C'était la dernière fois qu'ils nous dérangeaient. Sans attendre de réponse, je l'ai bloqué, comme j'avais bloqué mon père. Mise à jour 4. Avant ma dernière mise à jour, j'avais quelque chose en tête concernant mon père. Mais après avoir appris qu'il était malade, j'ai abandonné. Ce serait mal de ma part de faire quelque chose contre une personne malade comme lui. Mais ensuite, je me suis rappelé qu'il avait toujours été une personne malade, seulement maintenant il avait un diagnostic clinique. Alors, j'ai repris mon plan. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est la mise en œuvre de ce plan, qui s'est déroulé ainsi. Après réflexion, je savais que j'avais encore une possibilité légale contre lui, car même s'il ne voulait pas être mon père, il avait toujours des responsabilités financières envers ses enfants. J'ai donc parlé à un avocat pour le poursuivre pour pension alimentaire impayée. S'il a maintenant une vie stable, je ne pense pas qu'il ait un problème à payer. Et pour être honnête avec vous, je me fiche complètement qu'il soit en plein milieu d'un problème de santé. Je ne ressens aucune sympathie pour le fait qu'il ait détruit son foie en buvant. Alors, je l'ai fait. Et heureusement pour moi, le dossier était encore ouvert auprès des services de protection de l'enfance, et les paiements de pension alimentaire n'ont pas de date de péremption. Ensuite, j'ai convoqué lui, le donneur de sperme, et sa femme dans un café pour discuter. J'ai dit que j'avais réfléchi et que j'avais besoin d'une rencontre en personne. J'ai contacté sa femme, que j'ai débloquée pour organiser cette réunion, car je ne voulais pas parler directement à mon père. La réunion a commencé assez calmement, mais bientôt, j'ai commencé à parler de ce qui s'était vraiment passé. Et même si je pense que sa femme est une personne horrible pour m'avoir demandé de donner un rein à son mari au lieu de ses enfants, je pouvais voir qu'elle n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Après la réunion, elle m'a écrit pour me raconter la version de l'histoire qu'elle avait reçue, et elle était très différente de la vérité. Il lui avait dit que lorsque j'avais eu 18 ans, je l'avais éloigné de ses enfants juste parce que je le tenais pour responsable de la mort de notre mère, que j'avais menti pour obtenir la tutelle de mes frères, et qu'il me pardonnait et voulait essayer de reconstruire notre relation. Mais pour revenir à la réunion, elle était choquée, et regardait mon père avec indignation. Mais je ne suis pas restée beaucoup plus longtemps. Quand ils ont commencé à se disputer, j'ai fait un signe à une personne assise à une autre table, et on lui a remis les papiers de la plainte. Nous l'avons poursuivi pour pension alimentaire impayée et pour abandon d'enfants. Il est aussi possible qu'il ait des ennuis juridiques pour ce qu'il a fait, mais cela dépendra de la justice. C'est tout récent, seulement 2 jours depuis cette réunion, alors il faut juste être patient et laisser le temps lent de la justice agir. Je ne sais pas quand je pourrai faire une autre mise à jour, mais je reviendrai quand j'aurai plus de nouvelles. Et pour ceux qui se posent la question, mes frères sont d'accord avec tout cela. Je n'allais pas faire quelque chose qui les impliquait aussi sans leur en parler. Ils m'ont dit de faire tout ce qui était nécessaire pour obtenir de l'argent de lui, de l'argent que je mérite pour avoir tant sacrifié pour eux. Je ne pense pas être la seule à le mériter, car eux aussi m'ont aidé une fois qu'ils ont eu de bons emplois. Oui, mais nous sommes encore loin de là. D'abord, il faut gagner les procès. Mise à jour 5. Tous les processus juridiques prennent beaucoup de temps, et je n'étais pas sûre de faire des mises à jour au fur et à mesure ou d'attendre la fin pour vous raconter tout ce qui s'est passé d'un coup. Il m'a semblé que faire de petites mises à jour sans grand-chose à dire ne serait pas la meilleure chose. Alors, j'ai attendu patiemment tout ce temps pour tout vous raconter. Pour commencer, il y a eu la plainte civile, que nous avons gagnée, et mon père a été condamné à payer plus de 47 000 $ en pension alimentaire impayée, en plus du cas d'abandon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une somme impressionnante. Mes frères ont insisté pour que je garde tout l'argent au lieu de le partager avec eux, car ils n'en ont pas besoin comme moi. Ils m'ont proposé d'acheter une maison pour ne plus avoir à louer le reste de ma vie, et c'est ce que je compte faire. Je viens tout juste de commencer mes recherches, mais j'espère l'avoir avant Thanksgiving, qui est dans plusieurs mois, pour pouvoir organiser un dîner et remercier mes frères pour cela. Je pense que cette année, nous aurons tous beaucoup à remercier.
L'argent provient de la part de mon père lors de son divorce avec sa femme, qui, après la réunion que nous avons eue, lui a demandé le divorce presque immédiatement. Elle m'a présenté ses excuses pour m'avoir demandé de donner un rein à son mari, disant qu'elle l'avait fait en pensant que j'étais une mauvaise personne à cause de la version qu'il lui avait racontée. Cependant, elle ne veut maintenant que personne ne donne rien à mon père, qui continue de recevoir des dialyses en permanence pour compenser son foie endommagé. Mon père a aussi été reconnu coupable d'avoir abandonné ses enfants sans responsable, et il devra purger 15 mois de prison. Là-bas, au moins, il pourra continuer à recevoir son traitement, mais en ce qui concerne ses chances de recevoir une greffe, elles sont plutôt faibles. Je sais qu'il y a des chances que mon père meure en prison s'il ne reçoit pas de greffe, mais même si je suis contente qu'il ait reçu son karma, je ne vais pas me réjouir de sa mort. Je peux déjà vous dire que si cela arrive, vous ne me verrez pas l'écrire ici. Pour moi, il était déjà mort, cela ne change rien qu'un papier officiel dise qu'il l'est. Alors, à moins qu'il n'y ait autre chose à raconter, sans lien avec tout cela, vous n'entendrez plus parler de moi. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas reconnaissante envers vous tous, ni que je ne pourrai pas répondre à certains commentaires.